Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire de notre cycle consacré à l'accompagnement des transitions démographiques en entreprise de l'ESS. Agir pour les salariés seniors, les salariés parents et les salariés aidants dans l'ESS. Vous êtes nombreux, dirigeants et responsables d'organisation, à vous être inscrits à ces différents webinaires. Et cela témoigne de l'importance croissante de ces sujets dans vos structures et de l'attention que vous leur portez au quotidien. Je me présente, Patrick Julien, responsable du pôle relations sociales de l'UDES. J'interviendrai aujourd'hui aux côtés de Sabrina Gervais, vice-présidente de la Massif Santé Prévoyance. Pour celles et ceux qui découvrent l'UDES aujourd'hui, je rappelle que notre union est la seule organisation patronale représentative de l'ensemble des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Un secteur qui compte plus de 220 000 entreprises employant près de 2,7 millions de salariés. Alors, ce webinaire s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'appel des employeurs engagés de l'UDES, qui vise à accompagner les structures de l'ESS face aux grandes mutations sociales. Le pôle relations sociales que j'anime a le plaisir d'accompagner la délégation patronale de l'UDES dans la négociation et la signature de l'accord paritaire du 8 décembre dernier, dit transition démographique. Laure, je ne vois pas forcément la présentation. On est bien sur la slide sur l'accord. Pourquoi je ne la vois pas? Tout le monde la voit par moi? Bon, d'accord, pas de souci. Donc, un texte structurant pour les branches de l'ESS, à la fois innovant sur le plan social et équilibré dans ses engagements. Une négociation que nous avons conduite sur le sujet des salariés aidants à l'issue d'une phase de diagnostic partagé réalisée avec l'appui et l'expertise de l'OCIA. Pendant plusieurs mois, au sein du groupe de dialogue social de l'ESS, nous avons débattu, confronté nos analyses et construit un texte partagé avec les organisations syndicales. 3 objectifs guidaient cette démarche: mieux comprendre et mieux prendre en compte les transitions démographiques, renforcer l'attractivité et la fidélisation des salariés et accompagner les branches et les entreprises dans des politiques sociales innovantes. Et c'est dans ce cadre que la question des salariés aidants prend toute sa place. L'objectif de ce webinaire est très concret. Vous présenter des leviers opérationnels pour mieux accompagner les salariés aidants dans vos structures. Pour aller plus loin, nous vous inviterons en fin de webinaire également à découvrir le guide « Accompagner les salariés aidants, enjeux et solutions » conçu par l'UDES, pour vous proposer des solutions concrètes encore plus nombreuses. Notre échange se déroulera en 3 temps principaux cet après-midi. Un rappel des constats et des enjeux liés aux transitions démographiques dans l'ESS, le témoignage de Sabrina Gervais, vice-présidente de la Massif Santé Prévoyance, qui portera à la fois sur ce que fait la Massif au quotidien pour ses propres salariés et également ce que la Massif peut proposer à ses entreprises sociétaires dans le cadre de ses contrats collectifs. Nous ferons également donc un focus sur 2 séries de mesures concrètes en faveur des salariés aidants. Que l'entreprise soit pourvue d'instances représentatives du personnel ou de délégués syndicaux, ou qu'elle soit éventuellement un micro-établissement et que le dirigeant soit amené à mettre en place seul, aux côtés de ses salariés, différentes dispositions en faveur des salariés aidants. Nous vous invitons à participer activement via le fil de discussion. Vos questions et retours nourriront nos échanges. Et nous ferons le maximum pour y répondre en direct. Nous allons commencer par une petite définition
tentative de définition de ce qu'est un salarié proche aidant. Un salarié proche aidant est une personne qui exerce une activité salariée et qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne proche, que ce soit un conjoint, un parent. Personne proche en perte d'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Cette définition est donnée sur la base de l'article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Un constat pour commencer. En effet, alors que selon une étude très récente de la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, 9,3 millions de personnes se sont déclarées aidants informels. 6 aidants sur 10 se déclarent en emploi, en recherche d'emploi ou en études. L'étude montre également que cette situation massive peut avoir des conséquences négatives fortes sur les parcours professionnels et la qualité de vie au travail, avec une attention toute particulière pour les publics les plus vulnérables, que sont les jeunes, les femmes et les seniors. Et dans l'ESS, vous savez, c'est 68% des salariés qui sont des femmes, et c'est également une population salariée dont l'âge moyen est plus élevé que dans le reste du secteur privé. Si on part de l'évaluation de 23% de salariés aidants, c'est donc environ 621 000 salariés de l'ESS qui sont concernés aujourd'hui. C'est loin d'être marginal dans un secteur où les métiers reposent sur une forte intensité relationnelle et où les collectifs de travail sont souvent déjà en tension. Je vais vous présenter les quelques caractéristiques principales des salariés aidants reconnus aujourd'hui. Donc, je vous l'ai dit, une majorité de femmes sont aidantes par rapport aux hommes. Ils travaillent en majorité dans des entreprises de 10 à 99 salariés et dans les entreprises les plus importantes, au-delà de 250 salariés. Parmi les secteurs d'activité, ce sont la majorité des aidants qu'on retrouve dans les services, et donc notamment dans les différentes branches de l'ESS. 56% des salariés qui se déclarent comme aidants aujourd'hui sont d'une catégorie socio-professionnelle, employés et ouvriers. L'âge moyen d'entrée dans les danses est de 10 ans. Patrick, est-ce que tu pourrais reprendre ta dernière phrase? Il y a eu un gros bug de connexion, on t'a perdu pendant une dizaine de secondes. Ah, pardon, à quel moment vous m'avez perdu? L'âge moyen d'entrée dans les danses. L'âge moyen d'entrée dans les danses est de 43 ans et la durée des danses est en moyenne de 10 ans. Mais j'aurai l'occasion de revenir plus tard dessus. Pour poursuivre sur les caractéristiques principales des salariés aidants, 80% des salariés aidants estiment avoir des compétences et des qualités utiles à l'entreprise. 67% des salariés déclarent parvenir à concilier tout à fait leur vie professionnelle et leur situation une fois qu'ils obtiennent le soutien de leur entreprise. Seuls 38% déclarent parvenir à concilier les deux sans le soutien de l'entreprise. Parmi les principales difficultés rencontrées par les salariés aidants, nous avons en premier lieu la fatigue, en deuxième lieu la charge mentale, ensuite le stress, la difficulté à s'organiser et en dernier lieu, la culpabilité
vis-à-vis du proche aidé. Nous le voyons bien, ces différentes difficultés rencontrées contribuent largement à un certain nombre de cas de burn-out que vous pouvez connaître parmi les salariés de vos entreprises. Pour terminer sur les caractéristiques principales des salariés aidants, 48% des aidants déclarent avoir une maladie chronique eux-mêmes. Diabète, asthme. 60% sont exposés à un risque de surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la maladie de leurs proches. Et enfin, 33% des aidants meurent avant la personne qu'ils aident. Voilà donc un certain nombre de chiffres. Alors bien évidemment, nous aurons l'occasion de le rappeler, la personnalisation des mesures à prendre en faveur des aidants est le maître mot au sein de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas vraiment 2 aidants qui sont contraints de la même manière. Et donc, ne voyez pas les aidants sur une catégorie complètement homogène. Tous les cas de vie, finalement, sont à prendre de manière individuelle. Avec l'augmentation du nombre des salariés aidants, c'est tout un enjeu de transformation des organisations du travail qui se décident pour les entreprises de l'ESS. Nous portons à l'UDES une conviction simple. Chaque salarié doit pouvoir être accueilli, accompagné et protégé tout au long de son parcours professionnel. C'est tout le sens de l'accord transition démographique dont je vous ai parlé préalablement. Parlons désormais des enjeux sociaux et sociétaux. Derrière chaque aidant, une vie qui vacille et une entreprise qui peut choisir d'agir. Dans nos entreprises de l'ESS, nous parlons souvent d'engagement, de solidarité, d'humain. Mais aujourd'hui, il y a une réalité silencieuse qui traverse nos collectifs de travail, celle des salariés aidants, de plus en plus nombreux. Ce sont des femmes, des hommes qui, le soir, après leur journée, deviennent accompagnants, infirmiers, soutiens psychologiques, chauffeurs, administrateurs, pour un parent âgé, un conjoint malade, un enfant en situation de handicap. Et souvent, ils tiennent jusqu'au moment où ils ne tiennent plus. Derrière cette question, il y a des enjeux humains majeurs, mais aussi des enjeux socio-économiques très concrets pour nos entreprises. Parce qu'une entreprise qui ignore les danses prend le risque. Une fatigue invisible de ses salariés, risque de burn-out, j'en parlais, d'absence répétée, d'un désengagement progressif, parfois même de départ contraint dans des secteurs déjà en tension. Mais une entreprise qui reconnaît ses aidants peut au contraire révéler une richesse immense. Les salariés aidants développent souvent une capacité d'organisation et une résilience supérieure, une intelligence relationnelle précieuse et un sens profond des responsabilités. La question qui nous est donc posée aujourd'hui est donc simple. Voyons-nous seulement les coûts cachés de l'aidance, il y a l'absentéisme notamment, ou la baisse de productivité, ou savons-nous aussi reconnaître la valeur humaine qu'elle révèle? Les enjeux sont multiples. Il y a d'abord un enjeu d'attractivité, de fidélisation des salariés, à prendre en charge cette question. Aujourd'hui, les salariés, notamment les plus jeunes, attendent des employeurs qui prennent réellement soin des parcours de vie. La qualité de vie et des conditions de travail n'est plus un plus, c'est devenu un critère de choix et de loyauté. Il y a aussi un enjeu de l'égalité femmes-hommes, parce que dans la réalité, ce sont encore majoritairement les femmes qui portent la charge de l'aidance. Et cette charge a des conséquences directes sur les carrières, le temps partiel subi, la fatigue, les renoncements professionnels. Il y a également un enjeu majeur autour de l'employabilité des seniors. Beaucoup de salariés expérimentés quittent ou fragilisent leur activité, non pas par manque d'envie, mais parce qu'ils doivent aider un proche. Perdre ses compétences dans une entreprise est une perte immense pour celle-ci. Et puis, il y a un enjeu de santé.
car derrière l'aidance, il y a parfois l'épuisement, l'isolement, la culpabilité, la charge mentale permanente. Donc protéger la santé de vos salariés aidants, ce n'est pas simplement une obligation sociale, c'est aussi une responsabilité collective. Mais pour agir, encore faut-il rendre visible cette réalité. Cela suppose de mieux connaître les aidants dans l'entreprise, de créer des espaces de confiance, de permettre la déclaration sans peur ni stigmatisation par chacun des salariés. Et de faire entrer pleinement cette question dans la politique RSE et dans le dialogue social de vos entreprises. Au fond, la vraie question est peut-être celle-ci. Quel type d'entreprise voulons-nous être? Une entreprise qui demande aux salariés de laisser leur fragilité à la porte, ou une entreprise capable de reconnaître que chacun peut un jour devenir aidant? Parce qu'en réalité, l'aidance ne concerne pas les autres, elle nous concerne tous. Aujourd'hui, demain ou après-demain. L'aidance est devenue un nouvel objet de dialogue social, et c'est bien pour ça que l'UDES et ses partenaires sociaux ont consacré tout un chapitre à notre accord du décembre dernier. Alors, quelle prise en charge mettre en place en milieu professionnel? Cela demande d'abord de répondre à la question: quels sont les besoins prioritaires des aidants? Quand on leur pose la question, ils nous disent des horaires de travail plus flexibles, des jours de congés supplémentaires, et permettre également d'élargir le télétravail. Cela demande également de changer le regard pour libérer la parole. 50% des salariés aidants déclarent que leur employeur est au courant, contre 73% qui disent que l'employeur n'est pas au courant quand les solutions ne sont pas mises en place. Aujourd'hui, 4 dispositifs légaux existent, sont intéressants, mais insuffisants au profit des salariés aidants. La loi a instauré un congé de présence parentale, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale ou des dispositifs de don de jours de repos. Le dialogue social est un outil efficace dans un contexte d'encadrement légal insuffisant pour ceux qui se chargent d'une personne dépendante au quotidien. Et pour les entreprises qui sont pourvues d'institutions représentatives du personnel ou de délégués syndicaux, des accords qui portent sur la qualité de vie et les conditions de travail, sur la prévoyance complémentaire, sur l'égalité professionnelle, sur la parentalité, ou encore même sur l'aménagement du temps de travail, sont des portes d'entrée à mieux prendre en compte les salariés aidants dans l'entreprise. 4 axes complémentaires peuvent être mis en œuvre au profit des salariés aidants, dont 2 qui sont vraiment la clé de l'entreprise. Vous avez d'abord l'information et la sensibilisation auprès des équipes, des représentants du personnel et d'encadrement. Cette information et cette sensibilisation doit pour nous, d'une part, commencer par une information-consultation du CSE sur la politique sociale. Le Code du travail ne prévoit pas explicitement la question de l'information-consultation sur l'aidance, mais d'une manière plus générale, sur l'information-consultation dans le cadre de la politique sociale, nous pensons que ce sujet doit être abordé. Il y a bien sûr la question de former et communiquer et détecter les salariés aidants, afin de détecter les salariés aidants. La mise en place d'un référent aidance, comme il peut en exister en matière de référent handicap pour les plus grandes entreprises, est également une piste. Intégrer un volet aidant dans les livrets d'accueil, quand ils existent, est également une bonne pratique. Que le livret d'accueil soit matérialisé ou existe au travers de l'intranet de l'entreprise. Mettre également des dispositions à la vue de tous dans le cadre du tableau d'affichage peut permettre également aux aidants de s'identifier.
Vous avez également un axe consacré à l'organisation du travail adapté, avec des souplesses d'horaire, télétravail, congés dédiés, j'en parlerai tout à l'heure. Tout ce qui permet d'accompagner la mobilisation des congés spécifiques pour les aidants, l'entreprise en a un rôle clé. La souplesse dans l'aménagement du temps de travail. Et on en parlera tout à l'heure avec la Massif. La protection sociale renforcée a tout un rôle à jouer, notamment en matière d'accompagnement spécifique via la prévoyance, des dispositifs d'écoute ou de services externes qui peuvent exister. L'action sociale est également très utile en la matière. Je vais aborder rapidement quels éléments prioritaires devraient figurer dans des accords d'entreprise pourvus de délégués syndicaux ou de CSE avant qu'on puisse aborder tout particulièrement l'accord d'entreprise de la Massif. L'aménagement des horaires, des congés, l'information est souvent mise en avant dans les accords devant les cas d'indemnisation ou de mise en place de services de répit. Quand on interroge les DRH, les principaux freins à la négociation collective sur les salariés aidants sont souvent liés à la priorité qui est donnée à d'autres négociations. Le frein financier, notamment dans des secteurs comme l'économie sociale et solidaire, déjà durement frappés par des restrictions budgétaires, ou le manque de maturité sur le sujet lié à son caractère complexe à appréhender. Les principaux besoins pour les dirigeants pour mener à bien ces négociations sont souvent un besoin de temps, d'information et de formation sur les dispositifs disponibles, leurs forces et leurs faiblesses, leurs coûts, et un retour sur les actions et solutions mises en place sur le terrain et dans les branches. Cela, des enquêtes sur les besoins des salariés concernés sont souvent précieux. Avant peut-être de rentrer plus dans le détail sur ce qui peut se faire en matière de négociation et enfin de compléter au mieux les apports très concrets, très terrain, je vais laisser la parole à Sabrina Gervais pour ses exemples d'actions mises en œuvre au sein de son entreprise. Ok, bah merci beaucoup de me donner la parole pour voilà, témoigner de quelque chose, on va dire, qui a marché. Et je reprendrai certains de vos propos. Effectivement, la question des aidants, elle n'est pas récente, parce que d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens, et il y a des siècles avant nous, et des générations de familles qui se sont succédées avec la capacité qu'avaient certains d'entre nous à aider leurs proches qui se retrouvaient dans la difficulté. Mais en fait, le débat a émergé, et ça fait une vingtaine d'années qu'on commence à parler d'aidants. Et un des premiers combats qu'on a tous menés, c'était de faire reconnaître la qualité d'aidants, de proches aidants, tels que vous l'avez cité. Et aujourd'hui, c'est de la faire reconnaître, vu l'ampleur que ça prend, par les entreprises. Donc, je vous remercie d'avoir organisé ce témoignage, enfin, de me rendre la possibilité de témoigner sur l'accord que nous avons mis en place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant tout, nous sommes une entreprise, une grande entreprise de 12 000 salariés. Donc, c'est la taille quelque part d'une petite commune. Et la question des aidants, elle est abordée par la Massif dans son rôle en tant qu'assureur depuis plus de 20 ans. On a travaillé sur des garanties, sur la perte d'autonomie, sur la dépendance. Et en travaillant là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours à côté de la personne qui devait avoir des soins ou qui avait besoin d'être aidée, il y avait quelqu'un à côté d'elle, une ou plusieurs personnes qui étaient essentielles à la capacité qu'elle avait de rester chez elle éventuellement ou de pouvoir continuer à vivre dignement. Et c'est comme ça qu'il y a plus de 20 ans, on a commencé à s'intéresser à la question des aidants. Et nous avons toujours en ligne de conduite le fait de dire que ce qu'on propose à nos assurés, à nos sociétaires et adhérents, on doit pouvoir le proposer aussi à nos salariés, puisque d'une certaine manière, il y a une forme d'exemplarité qui s'impose à nous. Et on ne peut pas tenir un discours d'un certain côté du contrat et ne pas pouvoir la maintenir de l'autre côté. Donc, on a travaillé là-dessus et la question des aidants était prégnante dans les accords, mais déjà, on va dire dans les accords qualité de vie au travail depuis 2018. Et plus spécifiquement, pour vous donner cet exemple concret, on a négocié avec l'ensemble des organisations syndicales qui ont signé l'accord
en juillet 2024 un accord qui est rentré en vigueur en octobre 2024 et qui aujourd'hui est en parfaite vitesse de croisière. Et je vais vous citer un chiffre très parlant. Avant l'accord le de 2024, là que je vous cite, on avait environ 200 salariés, donc sur 12 000, qui s'étaient déclarés comme aidants et qui pouvaient bénéficier d'un certain nombre de mesures. Et ces salariés étaient souvent des personnes qui s'occupaient d'une personne ascendante, d'un parent. Depuis la signature de l'accord, donc on est à un peu plus d'1 an d'exécution, on a aujourd'hui quasi 850 salariés qui se sont déclarés et qui se sont déclarés comme aidants. Alors, on voit ce chiffre comme important parce que ça veut dire qu'avant, on avait des personnes qui le vivaient, mais qui n'en parlaient pas, ce qui supposait beaucoup plus d'absentéisme, ce qui supposait aussi une forme de présence au travail, mais avec une capacité, vous l'avez soulevé tout à l'heure, un impact très fort sur la santé mentale et la disponibilité à la fois d'esprit et temporaire des personnes. Donc, on avait comment dire, on pouvait avoir un fort absentéisme ou d'une certaine manière une forme de présence, mais pas concrète sur l'entreprise. Donc aujourd'hui, le fait de reconnaître que nous avons plus de 850 salariés qui sont dans cette posture d'aidant et qui se sont déclarés, ça nous a permis de mettre en place différentes mesures qui sont d'ordre organisationnel, qui se traduisent parfois par des autorisations d'absence et qui relèvent également d'un soutien financier. Donc cette organisation, elle repose sur quoi? Déjà, vous l'avez évoqué, le fait de se reconnaître comme aidant, c'est essentiel. Et après, le fait de pouvoir oser le dire. Oser le dire et demander quelque part de l'aide, puisqu'en tant qu'aidant, il est complètement légitime de pouvoir demander de l'aide et d'être aidé. Et aujourd'hui, donc, nous avons mis en place à la fois des mesures de temps de travail, de télétravail temporaire. Nous avons rendu possible la possibilité de travailler d'un tiers-lieu ou de bénéficier d'une mobilité géographique. Ça, c'est parce que la Massif a plusieurs points d'ancrage sur le territoire. On a également différentes mesures qui sont de l'adaptation de la durée du travail pour donner aux personnes une forme de souplesse dans vraiment le côté organisationnel. À côté de ça, et comme beaucoup d'accords que vous avez cités, on a la capacité de bénéficier de jours, de journées aidants. L'accord permet une absence jusqu'à 10 jours par an, ce qui est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et enfin, nous avons mis en place une enveloppe financière qui permet aux salariés aidants d'utiliser et d'émarger sur cette enveloppe afin d'être eux-mêmes suivis. On le sait, on a des consultations psychologiques qui peuvent être utiles. Elles ne sont pas toujours prises en charge ou à un moment, la prise en charge peut s'arrêter. On incite également ces salariés à pouvoir prendre soin d'eux. Or, tout ça peut avoir également un coût. Il peut y avoir aussi des démarches qu'on a à faire avec des temps de transport. Donc, on a ces 3 dimensions, l'organisation, les autorisations d'absence avec des horaires plus souples et le soutien financier. Mais tout ça repose aussi sur le fait qu'on a créé un service qui est visible. On a un service entraide destiné aux salariés et ce service est connu et une grosse communication a été faite vraiment en interne pour appuyer la signature de cet accord, expliquer à quoi ça pouvait correspondre et mieux expliquer la situation de ce qu'était un aidant pour que les salariés s'y reconnaissent. Je vais refaire une petite parenthèse. On est aujourd'hui, un aidant, ça peut être une personne qui a un lien de parenté, mais ça peut être aussi une personne ou si vous avez des liens très forts avec un voisin, une solidarité générationnelle ou dans votre village, vous pouvez aller, et si vous êtes désigné éventuellement comme tiers de confiance, vous pouvez recevoir aussi la qualification d'aidant. Donc, on ne s'arrête pas au simple lien ascendant-parent, ce qui peut paraître un frein, puisque vous l'avez soulevé tout à l'heure, la situation, le binôme aidant-aidé, il a plein de facettes. Et effectivement, ça peut relever pour la personne qui est aidée du handicap, ça peut relever de la perte d'autonomie, ça peut relever d'une maladie temporaire. Et puis pour certains enfants handicap, on sait qu'on a des situations d'aidance qui vont durer toute une vie. Elles sont ponctuelles ou durent toute une vie. Et donc, il fallait accompagner ces différentes formes d'aidance sans faire de distinguo
pour rendre aussi les choses lisibles. Et donc, au sein de la Massif, on a une entité dédiée de 4 personnes, on va dire un responsable national qui va coordonner à la fois les mesures, le suivi de l'accord et pouvoir répondre aussi à des cas plus complexes. Et on a 3 personnes dédiées sur le territoire et une personne plus spécifique sur le métier. Donc, c'est excessivement important aussi dans le cadre des accords, puisque vous évoquez ces accords, ces guides aussi qui vont permettre aux organismes et à l'employeur de négocier. Il faut vraiment dédier quelque part à la fois un lieu, même s'il est virtuel, un lieu, un temps et des personnes. Et par exemple, le référent aidant n'est pas forcément le supérieur hiérarchique. Parce que ça peut créer un biais dans comment dire, dans la relation. Et vous le savez parfaitement, nombre de personnes ne se révèlent pas en tant qu'aidants parce qu'elles ont peur que ça ait une incidence sur la relation de travail, que soit on leur confie moins de missions, soit on les exclut de fait parce qu'inconsciemment, les gens vont se dire ils sont moins disponibles, soit croyance aussi du fait d'être le prochain sur la liste s'il devait y avoir des restrictions. Alors, pas par opportunité, mais parce qu'aujourd'hui, vous l'avez signalé aussi, on est dans un contexte comment dire, où on a besoin de la ressource humaine. On a même besoin de la richesse humaine. Et je rejoins aussi les propos que vous avez évoqués tout à l'heure sur le fait que les aidants développent des capacités aidées aujourd'hui dites soft skills excessivement importantes qu'il faudra aussi valoriser. Et alors, il y a déjà l'accord, ce qu'on y met, l'organisation, mais il peut y avoir aussi, et ça c'est une autre dimension sur laquelle nous on commence à peine à travailler, comment on valorisera les compétences acquises par ces salariés qui se sont déclarés comme aidants et qui aujourd'hui ont développé des compétences spécifiques qui pourraient être utilisées différemment dans l'entreprise. Donc voilà un petit peu le cadre de l'organisation et des dispositifs qu'on a mis en place. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne. Vous avez parlé à la fois de responsabilité RSE, mais également la qualité du dialogue social. Nous, l'ensemble des organisations syndicales ont signé cet accord. Et d'une certaine manière, ça contribue aussi au fait que les salariés se sentent entendus, se sentent compris et aient confiance dans leur employeur pour trouver une solution à leurs problématiques. Et je finirai là en disant que les structures que vous représentez et qui aujourd'hui participent à ce témoignage, quand j'évoque une dimension de capacité de télétravail ou de mobilité géographique, on sait bien que les métiers dans l'ESS sont parfois moins propices à ce genre de facilité, si je puis dire, mais néanmoins, par la qualité du dialogue et la construction de quelque chose sur mesure, on peut arriver à trouver des solutions. Et j'en vois pour exemple une étude qu'on a sortie l'année dernière sur les salariés qui sont professionnels de santé et qui sont aussi aidants. Et donc, je peux y faire un parallèle entre la plupart des personnes, des structures de l'économie sociale qui sont quand même des métiers de service à la personne, très impliqués, et le métier de professionnel de santé ou de personnel soignant qui est aussi a priori très dévoué. Et vraiment, pour finir, vous avez cité des chiffres. Alors moi, en parallèle, je vous dirais que vous évoquiez un âge moyen de 43 ans. Nous, on est sur 47 ans. Et 80% des salariés qui se sont révélés aidants au sein de la Massif sont des femmes. Et 73% ont le statut d'employé. Voilà, c'est le slide que vous aurez. Je l'ai balayé rapidement. Je vois qu'il y aura peut-être des questions. Je pense qu'on les prendra à la fin de l'intervention, si c'est ce que vous souhaitez. Ce que je vais proposer, c'est que tu puisses peut-être répondre directement aux questions qui portent sur la Massif. Donc, la Massif encourage-t-elle le recours à des solutions de relayage à domicile? Celles-ci peuvent-elles être prises en charge par l'enveloppe de soutien financier? Avez-vous des chiffres concernant le recours à ces solutions parmi vos salariés? Donc, je donne. Oui, alors rentrer dans le détail, je souris parce que la question du relayage et cette expérimentation qui a été faite, qui est aujourd'hui possible, c'est un vrai sujet. On a travaillé beaucoup là-dessus avec Baluchon France notamment, sur cette capacité qui est donnée aux aidants de bénéficier du répit. Pour autant, et je ne le cache pas, on a une problématique de modèle économique sur le financement de ces solutions-là. Donc, il y a encore beaucoup à travailler.
Je ne voudrais pas m'avancer, mais j'ai envie de dire que sur l'enveloppe des 1 200 € que j'évoquais, on n'a pas de fléchage où on ne dit pas ça rentre dans le cadre ou ça ne rentre pas dans le cadre. Donc effectivement, il me paraît complètement cohérent qu'une personne qui souhaiterait bénéficier du répit et qui pourrait l'ajouter éventuellement au congé répit si elle arrive à l'avoir, parce que c'est aussi comment dire, un grand dédale administratif, hein. Pour accéder aux droits quand on est un aidant, ça reste encore très compliqué. Mais a priori, ça ne me paraît pas impossible. Cette solution, elle est, comment dire, elle va être présentée, qu'elle soit encouragée, supposerait aujourd'hui qu'on ait des structures relais qu'on puisse recommander et on n'est pas allé aussi loin dans l'accord. Mais néanmoins, ce sont des choses à poursuivre et on a aujourd'hui nombre d'associations qui quand même poussent et invitent au relayage et ce sont, à mon avis, des choses qui vont être mises en place. C'est à regarder également avec les caisses de retraite, hein, puisqu'on a parfois aussi des caisses de retraite qui peuvent financer des solutions. Et on peut se dire qu'à plusieurs entités autour d'une même personne, on pourrait progressivement arriver à rendre possible ce répit ou ce relayage. La question était plus détaillée. Enfin voilà, vous aviez beaucoup de mesures, donc on l'encouragera ou on a en tout cas envie de l'encourager. Maintenant, spécifiquement, je ne vois pas d'obstacle à ce que le salarié utilise son enveloppe pour ce faire. J'espère, d'une certaine manière, avoir balayé largement une réponse ou donné un ordre d'idée de ce qu'on pourrait faire. Merci. Une deuxième question. Avez-vous connu donc à la Massif une baisse des départs ou des démissions après la mise en place de ces mesures? Alors, spontanément, de toute façon, ces départs, ils ne sont pas forcément liés à ces situations-là. Si ça vient d'une personne qui est dans la situation, j'ai envie de dire que non, parce que justement, on met en place tout un dispositif et une organisation qui va permettre à la personne de s'en sortir pour justement ne pas démissionner. Et c'est aussi un message que je voudrais faire passer. Pour beaucoup, le travail reste une source de, comment dire, on sort de ce qui représente au quotidien sa difficulté. C'est parfois une bouffée d'oxygène, même si le travail est difficile. C'est la capacité à rester ancré au monde. Donc, pour nous, ce serait un échec si on se rendait compte que des personnes, in fine, finissent par baisser les bras et démissionner. Donc, à la Massif, ça m'étonnerait. J'ai envie de dire, après, on est aussi dans des entreprises où il y a comme partout un turnover, mais qui est assez faible. Donc, j'ose espérer que ce n'est pas que l'accord aidant qui fait que les salariés s'y sentent bien, mais c'est un nombre d'accords assez conséquent, favorisé par le nombre, effectivement, mais c'est un nombre d'accords assez conséquent autour du salarié, considéré comme de la richesse humaine, hein, j'aime bien utiliser ce terme-là, plutôt qu'une ressource humaine, qui fait que l'ensemble de l'écosystème doit se mettre aussi au service du salarié et des salariés pour pouvoir les aider à affronter des moments de vie complexes. Merci. Bon, une question. Est-ce que le guide, alors le guide, je pense de la Massif, hein, qu'on a vu, sera disponible après cette intervention? Est-ce que vous Ouais, êtes prête à le partager? alors, on a mis, oui, il n'y a pas de sujet. Alors, on vous a mis dans les slides qui vous seront présentés, hein, qui sont 3 slides qui résument un petit peu toutes les choses. Comme je vous l'ai dit, ça résume l'engagement de la Massif, qui est historique, qui a plus de 25 ans, et les différentes études qu'on a pu faire. Vous aurez évidemment accès au guide qui est accessible via le site de la Massif. On a toute une page dédiée sur ce moment-là qu'on est quand on entre dans une période d'aidance. C'est aussi qu'on entre dans un moment de fragilité de vie. Donc, ce sont des temps de parcours et des temps de vie sur lesquels vous pourrez trouver un certain nombre d'informations. Et ce guide est effectivement accessible. Mais là, d'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on fait, là, ce que je commence à détailler en parlant du guide, en parlant du lien qu'on vous a mis sur un film qu'on a réalisé, une série YouTube. Je parlais tout à l'heure des salariés, des aidants qui sont aussi des professionnels de santé. On vous a mis un petit film, hein. On a créé une web série en 5 épisodes que vous voyez là en bas de l'écran, en 5 épisodes qui décrit le quotidien d'une infirmière qui est confrontée elle-même à titre personnel à une situation d'aidance. Et ces sujets-là, c'est un nouveau format qu'on utilise. Il a pour vocation d'associer, on va dire, un contenu informatif avec un support visuel et de l'émotion. Parce que c'est une manière, on se rend compte aujourd'hui, hein, à l'heure des réseaux sociaux, de mieux faire passer un message et que les gens puissent plus facilement éventuellement s'identifier. Donc l'ensemble des ressources que vous avez en lien dans le PowerPoint qui vous sera envoyé
est accessible. Et là, mais j'ai envie de dire, ça fait plutôt partie aussi des mesures qu'on a, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, hein, qui sont dédiées à nos sociétaires, donc y compris des entreprises. Quand une entreprise est couverte par un contrat collectif, donc dédié aux structures de l'ESS, on aura également un certain nombre de mesures. La web série est accessible, ouais, tout à fait. Le lien vous est donné, mais sinon, si les choses sont bien faites, normalement, en cliquant sur le PowerPoint, vous pourrez également y accéder par la suite. Parfait, je vois que Nicolas a déjà partagé les premières séries. Pour revenir à des questions qui avaient été posées un peu plus tôt dans ce webinaire, vous allez bénéficier également du support général que l'UDES vous présente, hein, donc vous recevrez le support. Et alors, je ne sais pas si c'est dans les QR codes, si c'est disponible, ou si on doit vous le mettre par ailleurs, mais l'UDES a fait une série de 3 vidéos avec des témoignages d'autres dirigeants, du coup, qui ont mis également des choses en place dans leurs entreprises de l'ESS. Et donc, vous pourrez bien évidemment bénéficier de ces témoignages en vidéo de 3 autres dirigeants qui ont fait preuve également d'un certain nombre d'innovations sociales dans leur structure pour accompagner les salariés aidants. Donc ça fait partie aussi de nos différentes ressources mises à votre disposition. On a une question. Alors, nous sommes une association ardéchoise qui propose des solutions de répit. Nous avons comme volonté de nous rapprocher des entreprises de notre territoire, pas seulement de l'ESS, afin de leur montrer l'importance d'identifier les aidants. Auriez-vous des conseils à nous donner sur cette démarche? Alors, ouais, j'ai envie de dire de persévérer. Alors, c'est un exemple très concret. Merci pour la question, puisque nous sommes organisés, comme certains d'entre vous peut-être, c'est une entreprise nationale, mais qui a des points d'ancrage dans tous les territoires et tous les départements. On a des délégués mutualistes qui sont impliqués et qui nous représentent. Et certains sont souvent à l'initiative d'actions ou d'actions menées en partenariat avec des structures associatives. On a, par exemple, des commissions solidarité qui statuent et qui identifient des associations sur les territoires en capacité d'apporter, alors ça peut être de porter un événement ponctuel, hein, une conférence, mais c'est une manière de faire connaître l'association, ou d'être le relais de certains, comment dire, de certains acteurs du territoire. Je vous donne juste un exemple. À Strasbourg, en 2000, je ne sais plus maintenant, novembre 23, je crois, on avait, ou 24, on avait organisé une réunion. Alors, la Massif avait porté cette réunion avec le conseil départemental et la ville, hein, qui avait une délégation sur les personnes âgées. Et on s'était dit, on va réunir en un seul lieu l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur les danses. Donc, on avait des acteurs du médico-social, on avait des acteurs institutionnels, on avait des associations. Et souvent, les conseils départementaux, j'ai envie de dire, ils ont leurs idées très arrêtées, leurs dispositifs, mais ils sont toujours, je trouve, assez friands d'entreprises tierces, voire d'associations qui arrivent à composer avec eux quelque chose d'assez concret à offrir sur le territoire. Donc, persévérer, rencontrer, solliciter, j'ai envie de dire, essayer de trouver là pour la structure ardéchoise, on a dans la région, hein, forcément aussi une commission solidarité massif qui peut travailler sur ces sujets. En tout cas, moi, je rencontre régulièrement des adhérents mutualistes et des délégués mutualistes qui souhaitent parler de ce sujet puisqu'il est aujourd'hui universel. La problématique ne va faire que s'amplifier. Alors, j'ai envie de dire, autant se relever les manches, savoir quoi faire et s'engager avec dynamisme dans la question plutôt que de la subir. Parfait, merci. Avant que je revienne peut-être plus sur les principales solutions à défaut de capacité d'accord d'entreprise, hein, compte tenu du grand nombre de micro-établissements dans le SS que nous avons, et que je fasse un point également sur la rosace QVCT avec les bonnes pratiques identifiées pour entamer les discussions en interne sur la question des danses. Est-ce que
tu souhaites nous préciser peut-être les grands axes aujourd'hui de vos régimes collectifs, ou c'est déjà dans les supports suffisamment bien explicités? Non, alors là, si on parle des supports collectifs, j'ai envie de dire, là, on se retourne vers nos structures adhérentes, sociétaires. Donc là, ce serait voilà, une structure relevant de l'ESS, une association relevant de l'ESS peut souhaiter souscrire un contrat collectif à la Massif pour ses salariés. Et dans un certain nombre de contrats, on a progressivement inclus des actions qu'on destinait aux aidants. On a avant tout un dispositif qui s'appelle Massif Solidarité Coup dur et qui est réservé aux adhérents à titre individuel, adhérents et sociétaires à titre individuel, mais également aux adhérents et sociétaires du collectif. Et là, je reconnais qu'on a encore un travail à faire pour faire connaître, et là, il relève à l'employeur de le faire savoir, ce dispositif Massif Solidarité Coup dur, qui est la capacité qu'a la personne, donc le salarié qui se retrouve dans une situation d'aidance, d'appeler un numéro de téléphone et d'être pris en charge d'une certaine manière dans le cadre de ce numéro de téléphone, d'être entendu par une structure et des personnels formés qui vont pouvoir l'aider à identifier, clarifier déjà la situation, l'aider à identifier son besoin et programmer éventuellement un accompagnement plus spécifique pour pouvoir traverser cette période et en tout cas avoir accès après à des dispositifs. Donc, on a une porte d'entrée par le téléphone et cette porte d'entrée peut après se traduire en fonction des contrats et en fonction des prestations et services auxquels les personnes ont droit à un certain nombre d'aides ou de dispositifs. Alors, ça peut aller d'un bilan qui va être fait, voilà, le domicile de l'aidé, comment ça se passe, comment on pourrait, avec un ergothérapeute, améliorer le dispositif, enfin son environnement de manière à ce que la personne puisse rester. Ça peut être un accompagnement administratif, s'il faut éventuellement placer son aîné dans un EHPAD. Il y a toute cette question, tous ces questionnements qui sont avant, quelle formule choisir, comment faire adhérer la personne, comment être soi-même aussi pris en charge dans la difficulté qu'on peut avoir en tant qu'aidant d'arriver à des solutions assez extrêmes. Et ça peut aller également jusqu'à des entretiens téléphoniques avec des infirmières, ça peut aller jusqu'à la prise en charge si l'aidant habite loin, et ce sera de plus en plus le cas. Si l'aidant habite loin, à un moment, il faut faire un aller-retour pour soit permettre, la personne est tombée, il faut venir la voir, ou la personne doit être placée, donc tout ce temps d'accompagnement. On peut avoir aussi des prises en charge des frais qui sont liés à un moment charnière dans la situation d'aidance. On peut avoir, mais ça c'est plus spécifiquement dans le cadre de nos garanties autonomie et dépendance, un accompagnement de l'aidant. Imaginons, on est dans une situation, un binôme aidé-aidant, et l'aidant doit être hospitalisé. Et il est la seule ressource sur laquelle on peut aider pour continuer à vivre chez lui. Donc, comment on va pouvoir anticiper la situation et permettre éventuellement la mise en place d'une organisation qui va permettre de pallier l'absence de l'aidant. Donc, comme dit, ces contrats, on a généralisé quand même la plupart de nos garanties aidants à nos contrats, avec une accessibilité, comme je disais, à Massif Solidarité Coup dur, un renvoi également vers notre assisteur IMA qui peut permettre des prises en charge assez ponctuelles d'un certain nombre de sujets, et puis d'essayer un soutien par la parole et par l'écoute pour que la personne progressivement arrive à trouver son chemin dans l'ensemble des choses qu'elle va devoir gérer quand elle fait face à une situation d'aidance. Alors, j'ai beaucoup évoqué le cas parce que c'est majoritairement celui-ci, souvent, on aide une personne plus âgée, on aide un parent, mais ces situations s'appliquent, comme je le disais, si on a un enfant handicapé, si on a un conjoint ou la personne avec qui vous vivez momentanément malade. Et focus particulier aussi, j'attire votre attention sur les problématiques de santé mentale, alors qui aujourd'hui explosent en termes de pathologie, si je peux les appeler comme ça, mais la problématique de la santé mentale des aidants est également un point sur lequel il faut être excessivement vigilant. Dans vos tableaux, vous évoquiez qu'un tiers des aidants meurent avant l'aider. J'ai envie de dire, pour les accompagnants d'Alzheimer et autres maladies en dégénérescence cérébrale, c'est presque 1 sur 2. Et là, c'est l'épuisement.
Mais cet épuisement, il est encore plus douloureux parfois, ou il est vécu aussi de manière très complexe quand on accompagne quelqu'un qui a des troubles de santé mentale. Puisque souvent, on est dans une errance du diagnostic, une difficulté à être pris en charge. Donc, il faut aussi aujourd'hui être sensible à ces sujets. Donc, comment on accompagne une personne aidée qui a des problématiques de santé mentale, mais aussi comment on prend soin de la santé mentale des personnes qui aident et qui, nous le déclarent toutes, ont des incidences au bout d'un moment. La vie d'un aidant, ça a des incidences sur sa santé physique, sur son sommeil, mais ça a très rapidement des incidences sur sa santé mentale, avec une surcharge mentale et une incapacité à faire face voilà, par surstress aux difficultés et surtout après à un quotidien et également à son travail. Donc, l'ensemble enfin voilà, on a un panel assez large de services, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, vous, les structures aujourd'hui représentées en tant qu'employeurs peuvent avoir accès si elles souscrivent un contrat collectif. Et d'une certaine manière, ça peut aider à prendre le relais. Ça ne fera pas tout. Je pousse vraiment à, même si on n'est pas une grosse structure avec une organisation syndicale ou des délégués expressément désignés, la capacité d'améliorer le dialogue social en, en intégrant dans la vie de chacun et en prenant en considération dans la vie de nos salariés ce qui peut leur arriver en tant qu'aidant et facilitant dans l'entreprise. Et après, on peut poser quelque chose, mais d'avoir une personne référente, de savoir qu'on peut parler à quelqu'un et que l'employeur va seul ou avec d'autres essayer de se décarcasser pour trouver des solutions et aider, je pense que ce serait un grand pas en avant. Voilà ce que Parfait. je peux dire. Merci beaucoup. Donc, je vais... On ne vous entend plus. les entreprises Patrick, tu forcément bugs. des capacités de négociation. Mais en tout cas, il y a un message évident à faire passer cet après-midi, c'est que bien évidemment, en tant que dirigeant, on peut mettre en place des choses, on promotion. On n'entend pas bien. Secteur, Patrick, ça va être des régimes caméra, collectifs. tu bugs beaucoup. Ah. On va couper les caméras, peut-être que ça aidera la bande passante. D'accord, alors je coupe ma caméra quelques instants, je m'en excuse. Voilà. Oui, donc je vous disais, ce qui est fondamental, c'est déjà de bien faire la promotion auprès de ses salariés sur ce qui existe dans les régimes collectifs. Bon. Que ce soit le régime qui a été préconisé par les partenaires sociaux de votre branche, que ce soit le régime que vous avez choisi parce que plus favorable que celui qui était préconisé dans votre secteur d'activité, que ce soit le régime que vous avez choisi parce que vous faites partie des 10% de dirigeants qui êtes avec des entreprises qui ne dépendaient pas d'un champ conventionnel. Profitez de ce qui est mis en place aujourd'hui dans le cadre des institutions de prévoyance et mutuelles. Vraiment, on le voit, c'est des dispositions d'accompagnement des salariés qui sont de plus en plus pertinentes pour vos salariés. Donc, je vous le disais, il y a des solutions qui, à défaut d'accord dans les micro-établissements, sont à prendre par les dirigeants, qui sont donc des solutions qui n'ont pas forcément de coûts particuliers financiers. C'était des règles de flexibilité et de réaménagement possible des horaires, des recours accrus au télétravail si le poste le permet, des réaménagements du temps de travail, temps partiel choisi, si c'est possible et attendu de la part de vos salariés concernés, la promotion du congé de proche aidant, hein, congé légal, mais encore très méconnu de la plupart des salariés aidants. Un maître mot, en tout cas, dans les établissements
des plus petites tailles, c'est la recherche de la personnalisation. Voilà. Deux aidants n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et l'autre règle, bien évidemment, c'est le caractère évolutif. On le disait, il y a des situations d'aidance qui vont durer toute une vie pour vos salariés, d'autres qui vont être très ponctuelles. En moyenne, l'OCIRP, notamment dans ces différentes recherches, parle d'un salarié qui reste 10 ans, c'est la durée moyenne base. Donc, vous avez des grands principes pour aujourd'hui discuter de ces sujets. C'est ce qu'on appelle la rosace QVCT, qui vous permet notamment de trouver, donc c'est un travail réalisé par l'ARACT, l'ANACT et le réseau des ARACT, qui vous permet de prendre en compte les questions d'organisation, de contenu et de réalisation du travail, des questions de santé, de prévention, des questions d'égalité au travail, des questions du dialogue professionnel, du dialogue social dans les entreprises qui sont pourvues d'instances, des questions de compétences et de parcours professionnel, et la question du projet d'entreprise et de management. D'une manière générale, travailler sur votre question de l'accompagnement des aidants, c'est également travailler sur votre marque employeur. Nous avons terminé notre temps imparti consacré donc à l'accompagnement des salariés aidants. C'est, comme je le disais en introduction, le troisième webinaire, mais on le renouvellera, de toute une série qui portait sur les salariés seniors, la parentalité au travail, et donc pour terminer, les salariés aidants. C'est 3 guides pratiques qui ont été réalisés donc par suite à l'accord transition démographique du 8 décembre dernier. Donc, ces guides employeurs, élaborés par l'UDES, s'adressent en priorité aux organisations professionnelles représentatives de l'économie sociale et solidaire, mais également aux dirigeants d'entreprise de l'ESS. Ces documents, ces guides sont amenés à s'enrichir et ils sont également conçus pour être utiles à l'ensemble des acteurs de terrain, équipes d'encadrement, représentants du personnel, salariés aidants, ce qui concerne notre thème de cet après-midi, comme non aidants, afin de mieux comprendre les enjeux liés aux différentes transitions démographiques et les différents leviers d'action mobilisables en entreprise. Ces guides ont tous pour objet de présenter un peu les chiffres clés, les principales mesures portées par les partenaires sociaux dans le cadre de leur dernière négociation multiprofessionnelle et globalement, un objet, renforcer l'attractivité et la fidélisation au sein des entreprises de l'ESS, afin de sécuriser les parcours professionnels dans ce contexte de vieillissement de la population et d'évolution des besoins sociaux. Vous trouverez donc dans différents guides une sélection d'exemples concrets, alors exemples concrets qu'on aura pu également reprendre au travers des différentes vidéos dont Nicolas vous a adressé les liens. Et les dispositifs légaux également sont rappelés, ainsi qu'une liste de contacts utiles et de ressources utiles pour aller plus loin. Alors, un grand merci à Sabrina Gervais, ainsi qu'à chacun et chacune d'entre vous pour les quelques échanges que nous avons pu nourrir en ce début d'après-midi sur l'accompagnement des salariés aidants. C'est un sujet majeur pour les entreprises et les branches de l'ESS et qui ne fait sans doute encore qu'être compris par l'ensemble des salariés et de leurs entreprises. Alors, l'UDES est aujourd'hui engagé dans une transformation importante de son modèle d'adhésion, avec l'ambition de renforcer sa dynamique collective et de devenir pleinement la maison commune des employeurs engagés de l'ESS. Dans cette perspective, les entreprises peuvent désormais adhérer directement à l'UDES
en complément de leurs liens avec leurs organisations ou groupements professionnels. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, n'hésitez pas à nous rejoindre, adhérer en direct à l'UDESC sur notre site udesc.fr. Donc, vous recevrez prochainement le replay ainsi que le support de ce webinaire et petit questionnaire de satisfaction. On compte sur vous pour bien vouloir y consacrer quelques instants afin de continuer à améliorer nos formats et de répondre ainsi au mieux à vos attentes. Nous espérons vous retrouver très prochainement lors de nos prochains temps d'échange et je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci.